Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse aujourd'hui de modérer la session réanimation hémodynamique du sepsis. Je suis entourée aujourd'hui de 4 experts ici présents pour parler de cette réanimation hémodynamique du sepsis. Le professeur Daniel De Becker de Bruxelles, le professeur Benjamin Schusterman de la Riboisière à Paris, le professeur Marc Léon de Marseille et la professeure Carole Hichet de Nice. On va essayer de balayer les grands points de la réanimation hémodynamique du sepsis, en passant par le monitorage, les solutés, quel volume, les vasopresseurs, et puis voir s'il faut ou pas diminuer la charge hydrosodée à un moment donné de cette réanimation. Donc je vais d'abord donner la parole au docteur Daniel De Becker. Je vais quand même vous présenter initialement le petit cas clinique autour duquel nous avons décidé d'articuler cette heure de travail, qui est en fait un cas clinique tout simple qu'on a tous les jours face à nous, une femme de 55 ans qui est au 10e jour post-opératoire d'une chirurgie digestive lourde, qui a fait une infection post-opératoire de son site opératoire et pour qui on est appelé dans les étages pour un syndrome septique avec une détresse respiratoire aiguë. Et donc, on nous appelle pour cette patiente, la conduite à tenir. On va la décliner lors de cette session autour du sepsis. Et je vais donner la parole à Daniel pour nous parler du monitorage on va devoir essayer de mettre en place pour réanimer cette patiente. Donc effectivement, nous avons une patiente qui est hypotendue, qui est tachycarde. Et la première chose qu'on va se poser comme question, c'est est-ce qu'elle est en choc ou non. On a des signes cliniques qui sont effectivement extrêmement importants. On va regarder le temps de recoloration capillaire, on va regarder le lactate. Ces deux aspects-là sont très importants. On sait très bien qu'effectivement, il y a une association avec le devenir du patient quand on a une anomalie de ces tests, que ce soit le lactate, que ce soit effectivement le temps de recoloration capillaire. Mais le gros défaut de ces tests, ils sont très bien pour nous identifier un problème d'hypoperfusion, mais ils ne nous donnent aucune information sur la cause de l'hypoperfusion, ni sur le traitement à avoir pour tenter de réverser cette hypoperfusion. Et donc, pour cela, on a d'autres outils de monitorage qui font appliquer. Et donc, on va des techniques très peu invasives, comme l'échographie. On a des techniques moins invasives et on a des techniques plus invasives, comme le cathéter artériel pulmonaire. Et donc, dans notre pratique, on a l'habitude de partir d'une ligne de base qui est une évaluation Princeps du patient, qui se base sur déjà les signes cliniques que nous avons mentionnés, une ligne artérielle qui sera quand même nécessaire pour avoir la mesure des gaz sanguins, aussi mesurer la pression pulsée si c'est facile, une cathéter centrale qui nous permettra d'avoir d'autres informations, y compris la pression veineuse centrale, et puis on va réaliser très rapidement l'échographie. L'échographie qui nous montre quoi? Qui nous montre en bidimensionnel des patterns qui vont nous aider pour savoir le type de choc, et c'est repris maintenant dans la plupart des traités. Pourquoi? Parce que c'est rapide. En 4-5 minutes, on a quelque chose et c'est assez reproductible entre différents investigateurs. D'autre part, ça semble améliorer le devenir de patient. L'étude de Marc ici en face de moi, qui effectivement nous montrait que lorsqu'on utilisait la technique d'échographie couplée à l'échographie pulmonaire, on avait, surtout en cas d'insuffisance circulatoire, une diminution du risque de décès. Donc c'est vraiment la première technique à appliquer et ça nous aide à orienter les traitements. On peut avoir l'échographie plus avancée, toutes les mesures hémodynamiques, et vous les connaissez à peu près toutes. Le seul défaut de cela, c'est que ça prend du temps. Et ça prend du temps et c'est pas un très bon outil de monitorage, puisque si on imagine une réanimation de 30 lits, si on veut faire le tour de tous nos patients, on fait 7h30 rien qu'à ça. Et donc, on a besoin d'avoir quelque chose qui est aussi utilisable par nos infirmières et qui peuvent nous alerter qu'un problème est en train de survenir. Et pour ça, on va avoir à ce moment-là d'autres techniques, comme le cathéter artériel pulmonaire, comme la thermodynamique transpulmonaire, qui vont nous aider à donner d'autres valeurs qui vont guider le traitement de notre patient. Rappelons-nous, ce patient ici, elle a une insuffisance respiratoire, probablement une insuffisance rénale. On va donc se poser la question des liquides, on va se poser la question de combien de liquide, trop peu de liquide. Et donc, on va
aussi s'appliquer à regarder, y a-t-il une dysfonction cardiaque droite? Si on a une dysfonction cardiaque droite, on sera parti plutôt pour le cathéter artériel pulmonaire. Si on n'a pas de dysfonction cardiaque droite, les autres techniques sont en général relativement fiables dans ce contexte-là. Et n'oubliez pas de répéter l'échographie parce que les situations hémodynamiques peuvent changer et ça nous aide fortement à caractériser ces diverses situations hémodynamiques. Voilà. C'est donc repris dans les consensus actuels et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons que ça change dans un avenir proche en tout cas. Merci beaucoup Daniel pour ce point sur la réanimation, enfin, sur le monitorage de nos patients septiques. Benjamin, quelle était ta pratique au lit du patient au quotidien? Dans cette situation, effectivement, nous, on aurait facilement, on pose chez les malades en état de choc facilement des cathéters jugulaires internes pour mesurer la PVC, surtout son évolution avec les traitements et la SVO2. Une première approche serait l'échographie. Je pense que tous les malades en état de choc chez nous, ils ont une échographie cardiaque déjà de débrouillage de base et aussi pour guider la thérapeutique, la mesure de l'évaluation de la variation du débit cardiaque avec l'ITV, avec la fréquence cardiaque pour voir si l'expansion volémique peut les améliorer, ça sera fait. Et puis on ira dans une seconde phase avec un monitorage un peu plus en continu. Nous, on aime bien le Doppler œsophagien qui n'a pas été évoqué, pas été évoqué maintenant. Et on a une pratique encore chez les malades qui ont des défaillances souvent biventriculaires ou chez qui on craint, on a besoin de monitorer les pressions pulmonaires, de poser des cathéters artériels pulmonaires. Donc, on évite, on pose assez peu de contours de l'onde de pouls pour des problèmes de fiabilité, mais ça reste quelque chose à débattre. En tout cas, un monitorage depuis le début de la prise en charge, et avec, bien sûr, mesure des pressions à droite, je pense que c'est important. Je voudrais juste intervenir pour animer un petit peu la discussion. D'abord, quel monitorage? Ce qui m'a sauté aux yeux, d'abord, c'est que c'est au singulier. Donc, je suis partisante du monitorage multimodal. Bon, évidemment, j'imagine que vous êtes d'accord, mais c'est vrai que ça s'est focalisé sur l'échographie, qui est quand même un examen qui est non continu, comme tu l'as dit. Les Swan-Ganz, moi, j'aimerais bien qu'elles reviennent au bout du jour, mais c'est pas tellement dans nos pratiques quand même. Et puis toute la partie biologie qui est importante. Bon, vous connaissez mon amour du lactate, donc la lactatémie, c'est quand même un monitorage qui fait partie du monitorage des patients septiques. Et je crois que le mot-clé, moi, que j'ai retenu de Daniel, c'est surtout de dire c'est bien gentil d'avoir du monitorage, mais si on ne sait pas interpréter les causes, et donc ça ne sert à rien, on n'a jamais montré qu'un monitorage changeait la mortalité des patients si on ne sait pas quoi en faire et si on ne comprend pas surtout. Voilà, donc moi je voulais juste rajouter ça et donner un petit peu mon opinion là-dessus. Ok, merci Carole. Est-ce que Daniel, en quelques phrases, tu pourrais nous donner un petit résumé, les mots-clés? Donc je pense qu'il faut surtout individualiser les pratiques. Je pense qu'un patient n'est pas l'autre et qu'il faut vraiment tenir compte de la sévérité et de la sévérité des diverses dysfonctions d'organes. On l'a dit, l'atteinte du cœur droit, on l'a dit effectivement, utiliser ces marqueurs biologiques. Et donc on va utiliser une ligne de base qui est chez tous les patients, le cathéter artériel et le cathéter veineux central, parce que je pense que la pression veineuse centrale nous aide quand même pour pas mal de choses, y compris les gradients de CO2, y compris la SVO2, bien évidemment. Et en plus de ça, un monitorage du débit cardiaque, si nécessaire, si le patient n'évolue pas immédiatement favorablement, ce qui est souvent le cas, restons honnêtes, dans nos unités de réanimation. Et donc à ce moment-là, individualiser encore une fois en fonction de l'échographie qui nous a aidé pour dire est-ce qu'on a une dysfonction droite, oui, non. Et donc l'échographie est à la fois là pour diagnostic au départ, mais également orienter le type de monitorage qu'on va appliquer par la suite. Mais il faut avoir quelque chose qui soit utilisable par tout le monde à 3 heures du matin, et ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Merci Daniel. Alors notre patiente, on a décidé quel type de monitorage on allait utiliser pour pouvoir guider notre réanimation. Et maintenant, on va essayer de faire ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Benjamin Schusterman qui va nous parler de quelle soluté, quel volume, comment organiser notre réanimation en termes de volume. Merci beaucoup Claire. Moi je vais vous parler des solutés de remplissage. Je vais vous parler, finalement, l'expansion volémique, c'est l'intervention qu'on réalise quasiment le plus souvent en réanimation. Tous les malades ont une perfusion et les malades en état de choc, une partie majeure de leur prise en charge consiste à essayer de voir s'ils sont hypovolémiques et essayer de corriger cette hypovolémie.
Les solutés de remplissage, on a maintenant dans notre pharmacie plusieurs types de solutés et c'est un débat qui dure depuis plusieurs décennies dans la communauté des réanimateurs, de savoir quels sont les bons solutés à utiliser. Certains ont été exclus, on va dire, de la pratique. L'hydroxyéthylamidon, on ne l'utilise plus. Les gélatines, on ne les utilise plus. Et maintenant, on travaille surtout avec des solutés cristalloïdes. Et dans les solutés cristalloïdes, on va distinguer deux types. On va dire le soluté salé dit physiologique, le NaCl à 0,9%, et les solutés balancés, que ce soit le ringer lactate ou plus récemment le plasmalite. Ces solutés, ils ont comme particularité, ils sont proches de l'osmolarité du plasma, mais ils diffèrent dans leur composition, avec le soluté salé physiologique, le sérum salé physiologique, qui est composé que de sodium et de chlore, qui a une osmolarité assez élevée, un pH assez bas. Et on voit que dans les solutés balancés, le ringer lactate ou le plasmalite, on a remplacé le chlore par d'autres ions, soit du lactate, soit de l'acétate, avec une osmolarité qui est plus proche de celle du plasma et des pH qui sont aussi plus proches. Et pour ceux qui s'intéressent au modèle de Stewart, des Strong-Anion differences qui sont plus élevés, et on va voir quel est l'intérêt d'utiliser ces solutés. Donc la controverse part de l'idée que le sérum physiologique n'a rien de physiologique en tant que tel, il n'est pas composé comme le plasma et il est réputé comme ayant des effets indésirables, en causant des acidoses hyperchlorémiques et en étant pourvoyeur d'insuffisance rénale. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a pas mal d'études qui ont montré que avoir des régimes riches en chlore, ou au contraire, quand on passe d'un régime où on a des solutés de remplissage qui sont moins riches en chlore, on semblait avoir moins d'incidence d'insuffisance rénale aiguë chez des malades de réanimation qui nécessitaient du remplissage. Suite à ces études, qui n'étaient pas randomisées contrôlées, mais plutôt observationnelles, il y a eu une abondante littérature dans les plus gros journaux qui ont investigué cette question. Et finalement, chez des malades qui étaient plus ou moins graves, dans différentes pathologies, un essai aux urgences, les autres essais en réanimation, on avait très très peu de résultats positifs concernant la survenue d'insuffisance rénale, des outcomes de survie positifs, c'est-à-dire pas d'impact sur la survie, pas de diminution de la durée d'hospitalisation. Il n'y a qu'un seul essai qui montrait sur un critère composite une diminution des outcomes négatifs, avec une diminution de la mortalité notamment, mais il persiste un doute. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de signaux très évidents qui sortent, en tout cas pas négatifs, et dans une méta-analyse récente, par un des auteurs d'une des études qui a été publiée dans le JAMA, en analyse bayésienne, il semblerait que l'utilisation de solutés balancés soit plus probablement associé à un meilleur pronostic, à une meilleure survie des malades de réanimation. Et ça, à peu près dans tous les domaines, tous, pas forcément tous, puisque quand on regarde les sous-types de malades, on ne voit pas tellement de différence, si ce n'est dans une catégorie particulière de patients qui sont les neurolésés. Et chez le neurolésé, on a l'air d'avoir des signaux défavorables pour les solutés balancées. Et donc, attention, ne pas avoir de signal, c'est une chose, voir un peu de différence, c'en est une autre, mais un signal négatif mérite quand même de se pencher là-dessus. D'ailleurs, les recommandations SPHAR-SFMU récentes conseillent, chez les malades atteints de sepsis ou choc septique, de probablement utiliser des solutés cristalloïdes balancés pour le remplissage vasculaire. Et donc, c'est ce qu'on recommandera. Chez des malades qui sont neurolésés, je ferai attention à rester avec du sérum salé physiologique. Alors, quel volume ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de démonstrations dans la littérature qu'un régime restrictif ou avec un début précoce soit bénéfique, en tout cas avec un niveau de preuve très très suffisant. Ce que je voudrais amener comme message, c'est qu'il faut faire du monitorage de nos actions, il faut limiter les remplissages. Dans cette étude qu'on a publiée récemment, on a montré que 250 ml pour des épreuves de Fluid Challenge étaient suffisantes pour avoir des réponses, donc il faut limiter ça. Et un dernier message que je voudrais amener pour les volumes, c'est que les expansions volémiques, c'est qu'une partie des apports hydrosodés de nos malades et que les solutés de maintenance contribuent beaucoup à la balance hydrosodée de nos malades, et donc il faut faire attention à toutes les perfusions qu'on leur donne. Donc pour conclure, je dirais
Pas vraiment de différence entre les solutés, probablement un avantage pour les solutés balancées, sauf chez le neurolésé. Et il faut surtout faire attention à ne pas administrer des volumes, mais on en discutera tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Tu n'as pas parlé de l'albumine. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'albumine et pour avoir un petit peu d'orientation sur quand l'utiliser? Est-ce qu'il faut l'utiliser? Absolument. Donc l'albumine, c'est un soluté un petit peu à part parmi les solutés de remplissage, dont pendant très longtemps, s'est posé la question de savoir si c'était un soluté ou un médicament, probablement un petit peu des deux. Aujourd'hui, ma pratique, elle va avec celle des recommandations. Les recommandations, elles disent pas de recommandations, parce qu'on ne sait pas, les essais cliniques ont des pratiques et des résultats très variables. Néanmoins, il y a un effet qui est constant, c'est que quand on utilise de l'albumine, on administre moins de fluide. Donc moi, chez mes malades qui ont besoin de beaucoup de remplissage, qui ont une fuite capillaire importante, on va dégainer l'albumine dans ma pratique, mais pour but d'avoir quelque chose d'un peu plus continu et de limiter les apports. Toi, Marc, tu proposes quand? On est à peu près sur la même ligne. Moi, j'ai toujours en tête cet essai, et j'attends la suite, la seconde saison de l'essai Albios, qui avait un sous-groupe avec une analyse post-hoc, ce qui est un peu dommage. Vu les auteurs, on pouvait penser qu'ils allaient faire cette analyse de sous-groupe, de la prévoir, mais sur laquelle, chez les patients en choc septique, pas en sepsis, chez les patients en choc septique, il y avait un avantage chez ceux qui recevaient de l'albumine, mais c'était à forte dose quand même, puisqu'on gardait une albuminémie supérieure à 30 grammes par litre pendant une période, je n'ai pas en tête, mais c'était 5 à 10 jours, je crois. Et ce résultat était quand même très intéressant. Donc je pense que l'albumine, c'est pas fini. On a tous plus ou moins une sympathie pour ce produit parce qu'il fait naturel, ça fait un peu bio. Donc on aime bien ce produit. Aujourd'hui, on l'emploie assez peu en dehors des profondes albuminémies, et puis des patients, en effet, chez qui on veut limiter un peu le volume global, mais en fait, ça revient à peu près au même que l'albuminémie. Mais je pense que ce n'est pas un produit qu'il faut enterrer. Autant il y a des produits de remplissage qu'on ne voit plus du tout et qu'on ne verra plus du tout, comme les hydroxyéthylamidons. Autant l'albumine, il suffirait d'une étude forte, et notamment Albios, si ça ressort, pour que ça fasse son apparition. Ça a la réputation d'être très cher. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les laboratoires, mais quand on voit le coût global d'un patient en choc septique et le coût global des patients en général hospitalisés qui reçoivent des thérapeutiques lourdes, c'est pas si cher que ce qu'on a bien voulu insister pendant des années. Merci Marc. Et toi, Carole? Alors, c'est difficile, c'est un sujet, l'albumine, qui est compliqué parce qu'il y a eu le balancier et donc on ne sait pas trop. Les données de la littérature nous rendent difficile de savoir s'il faut en faire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que on est revenu un petit peu sur l'interdiction qu'on a eue pendant des années, et puis maintenant on fait des dosages d'albuminémie chez nos malades. Et donc moi, pour vous dire, moi quand j'ai un choc septique et qu'il a 20 d'albuminémie, et je me dis pourquoi pas foutre un petit peu d'albumine parce que ça fera remonter un peu l'albumine du patient, bien que sur un plan théorico-pratique, on dit aussi que l'albumine passe dans le secteur interstitiel. Donc à mon avis, c'est sûrement aussi comme l'histoire des volumes, il faut peut-être en faire au début, peut-être après, on en verra peut-être d'ailleurs pour la déplétion hydrosodée, mais peut-être après mollir. Et je voudrais juste rajouter un truc pour les solutés balancées. Moi, je pense que sincèrement, il commence à y avoir des arguments assez forts, comme cette étude bayésienne, et il y en a une qui est sous presse dans l'intensive care médecine, c'est pour ça que j'en parle, et qui dit que la probabilité est à 0,98 dans le sous-groupe des patients septiques, avec des volumes plus importants, évidemment, avec donc une forte probabilité de diminution de risque de mortalité. Donc, tu l'as dit, ça ne coûte pas cher. Je ne vois pas pourquoi on se prive de ces solutés, à moins, sauf les traumatisés crâniens, bien sûr, ou d'avoir des malades qui ont des hypochlorémies. Moi, je suis assez partisante d'avoir plutôt ce choix de type de soluté dans les cristalloïdes. Merci Carole. Et toi, Daniel, est-ce que tu utilises l'albumine? J'utilise l'albumine, mais pas comme soluté de remplissage. Et donc, je me base vraiment sur les dosages d'albumine parce que je trouve qu'il y a très peu de lien entre la quantité de cristalloïdes que l'on peut donner et l'hypoalbuminémie. On peut avoir des patients profondément hypoalbuminémiques qui n'ont pas encore reçu beaucoup de solutés et qui pourront bénéficier très rapidement d'albumine. Et
à mon sens, puisqu'effectivement, ça permet de limiter le restant des solutés cristalloïdes. Et au contraire, d'autres patients qui reçoivent des quantités importantes de cristalloïdes qui finalement maintiennent encore un taux d'albumine satisfaisant et pour lequel je pense monter le taux d'albumine n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc, comme Benjamin l'a dit au départ, je pense qu'on est dans une situation dans laquelle on a une molécule hybride qui est à la fois considérée comme soluté de remplissage, en particulier dans les Surviving Sepsis Campaign où on l'utilise comme tel, alors que finalement la plupart des études, et en particulier Albios, se basaient sur un dosage d'albumine qui était bas pour randomiser le patient. Donc, ils vont pas donner l'albumine à un patient qui a une albumine normale. Donc, je pense qu'on a une molécule hybride, remplissage versus médicament, et je pense que ça reste difficile à positionner. Et personnellement, j'utilise plus comme un médicament quand on a une hypoalbuminémie pour lutter contre les effets secondaires de l'hypoalbuminémie avec les œdèmes, etc., plus que comme un soluté de remplissage de première ligne, avec en particulier dans le trauma où c'est peut-être pas très très bon non plus de donner l'albumine. Merci. Alors, Benjamin, est-ce que tu peux nous conclure un petit peu la partie soluté et volume? Je dirais qu'on peut aller sans grande crainte avec les solutés balancées chez la plupart des malades atteints de sepsis. L'albumine, il ne faut pas en avoir peur en tout cas. Même si, donc nous, on utilise plutôt de l'albumine 20%, 60 à 120 grammes chez les malades. Quand ils ont une hypoalbuminémie sévère ou qu'ils ont d'importants besoins de remplissage, je pense qu'il ne faut pas craindre ce médicament. Et il y a probablement des bénéfices et des malades qui en bénéficient. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Merci Benjamin. Alors notre patiente de 55 ans, on a décidé le monitorage. Donc effectivement, on lui a fait des expansions volémiques et guidée par notre monitorage. Et puis finalement, elle reste très hypotendue. Donc quel vasopresseur on doit utiliser? Marc, est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Elle est difficile. En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle est toujours hypotendue et qu'elle a reçu son remplissage. Donc ça, c'est la base. Hein. Donc mis à part si elle a une pression artérielle diastolique très basse ou si elle a une hypotension qui met en jeu son pronostic vital immédiatement, la première étape, c'est toujours le remplissage, malgré tout ce qu'on peut dire. Alors mes conflits d'intérêt, et voilà, la première ligne pour les vasopresseurs, je crois que c'est la noradrénaline, et je pense que dans les 5-10 ans, ça restera probablement la noradrénaline, basée sur ces deux études phares qui sont majeures, qui sont pour moi quasiment les plus importantes qu'on a eues dans la spécialité, qui ont été menées par Daniel, qui est l'étude qui a comparé noradrénaline et dopamine. Alors, on fait un petit retour. Ces deux produits étaient en concurrence massive dans les années 90 et globalement, il y a eu 20 ans de débats qui ont été clôturés, alors je fais peut-être un mauvais résumé, qui ont été clôturés par cette étude. Alors là, je montre un résultat que vous ne voyez pas vraiment dans le papier, puisqu'il est en supplemental data. C'est les patients qui n'ont pas été traités comme les statisticiens l'imposent en intention de traiter, mais qui ont reçu juste de la dopamine ou juste de la noradrénaline. Et chez ces patients-là, vous voyez, il y a une différence de mortalité en faveur de la noradrénaline, parce que pour le reste, cette étude n'était pas était une étude où il y avait une équivalence entre les deux produits avec moins d'effets secondaires dans le groupe noradrénaline. Daniel pourra en parler mieux que moi. Mais en tout cas, ce résultat est très très fort parce que je pense que pour modifier la survie des patients en choc septique, il faut avoir un signal très très fort. Et la preuve, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'autres thérapeutiques qui ont montré ça. Et dessous, vous voyez la méta-analyse qui globalement a été utilisée pour les recommandations suivantes qui ont incité à utiliser de la noradrénaline en première ligne. Sur la droite de l'écran, vous voyez une étude qui est thaïlandaise, qui est monocentrique, mais qui est finalement la meilleure dans ce domaine, qui a testé la noradrénaline précocement versus en groupe standard. Donc c'était des urgentistes qui étaient à la maison et ils appelaient quand même un patient en choc septique, ils arrivaient et donc dans les 20 minutes ils mettaient la noradrénaline ou alors ils faisaient la démarche standard et vous voyez que ça favorise la noradrénaline précocement. Alors précocement,
finalement, quand on regarde le papier, c'est après quand même un premier remplissage vasculaire. Hein, il faut rester raisonnable. Mais là encore, c'est des débats qui aujourd'hui sont totalement tranchés en 2024 aujourd'hui, mais qui pendant des années ont été largement discutés dans la littérature. Hein, et nous, pour avoir publié sur ce domaine, on nous a longtemps dit que nos patients étaient under-resuscitated, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas reçu assez de remplissage avant qu'on mette les vasopresseurs et que c'était pour ça qu'on avait tel ou tel résultat. En pratique, aujourd'hui, l'effet s'est inversé et je pense qu'aujourd'hui, le risque est peut-être de les mettre trop tôt plutôt que trop tard. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la base et on va rester là. Alors, on avait fait cette étude dans les années 2015 dans le service, c'est monocentrique, c'est notre database de choc septique et on avait un petit conflit interne dans le service en disant plus on monte les doses, est-ce que l'effet sur la mortalité est dose dépendant ou pas? Et on n'était pas tous d'accord. Et en fait, cette étude nous a vraiment surpris parce que comme vous voyez là, quand les patients ont plus de 1 microgramme kilo-minute de noradrénaline, la mortalité est aux alentours de 85%. Ce qui paraît énorme et qu'on voyait des doses qu'on considérait à l'époque et que certains collègues considèrent toujours comme moyenne, comme 0,4 microgrammes kilo-minute, la mortalité est déjà de 50%, ce qui, chez des patients à l'hôpital, est quasiment le record de ce qu'on peut avoir. Alors ça, c'était nous donné à Marseille. On n'est peut-être pas très très bon à Marseille, et on le reconnaît largement. Mais en fait, vous voyez, ça c'était le résultat de nos collègues de Nancy, qui avaient mis le SOFA et qui retrouvent à peu près les mêmes chiffres. Les résultats de l'équipe de Mervyn Singer, où ils ont mis la tachycardie en plus et qui retrouvent à peu près les mêmes chiffres. Et puis finalement, beaucoup d'études qui ont retrouvé la même chose, y compris une équipe de Caroline du Nord qui a fait une espèce d'agrégation de la data et qui retrouve pareillement que passer 1 microgramme kilo-minute, en sachant qu'il y a tout un problème de dose quand on compare les études sur la noradrénaline, puisque les dosages diffèrent selon les pays, mais en tout cas, une mortalité excessive quand on monte les doses et une mortalité qui atteint, quand on est à des fortes doses, 90%. Ça ne veut pas dire que tous les patients survivent, puisque ce matin, j'ai lu sur un réseau social qu'il y avait quelqu'un qui avait sauvé quelqu'un avec des doses massives de noradrénaline, ça arrive, hein, mais en tout cas, quand on regarde des grands groupes de patients, ça meurt beaucoup et on ne peut pas se contenter de ça, on ne peut pas aller voir une famille en disant il a 2 microgrammes kilo-minute de noradrénaline, sa mortalité est probablement de 90%, on ne va rien faire. Donc il faut trouver des solutions et comme solution, on peut aller voir différents systèmes qui modulent la pression artérielle et en fait quand on est sur la noradrénaline, on joue sur le côté sympathique, mais on joue que sur un seul système. Alors qu'en fait il y a plusieurs systèmes, le système vasopressinergique, le système de l'angiotensine 2 et puis le système d'inhibition du NO. Et ces analogues, notamment aujourd'hui, on parle beaucoup du bleu de méthylène qui revient en grande force, même si personnellement je ne trouve pas ça très très convaincant. En tout cas, la vasopressine, on l'a aujourd'hui en France. On l'a eu tardivement. Elle va être, je pense, encore après certaines recommandations, elle va être encore plus mise sur le marché. Et donc, on aura d'autres choix. Et l'angiotensine 2 est en cours d'être mise à disposition en France aussi. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup de choix. Nos collègues cardiologues qui travaillent plutôt sur le versant anti-hypertension ont 38, j'ai compté, ils ont 38 anti-hypertenseurs à leur disposition. Et nous, on nous dit, vous avez la noradrénaline, débrouillez-vous avec ça. Donc, il faut qu'on ait plus de choix. Pour l'instant, il n'y a pas d'études fortes sur la mortalité, mais il y a quelques petits signaux qui sont intéressants. Et donc, on défend plutôt un concept d'approche multimodale basée sur, dès qu'on met de la noradrénaline ou qu'on monte un peu les doses de noradrénaline, ajouter d'autres vasopresseurs qui agissent sur d'autres systèmes. On parle souvent de choc septique réfractaire et souvent les gens me disent j'ai mis de la noradrénaline, de la vasopressine quand mon patient était à 3-4 microgrammes kilo-minute de noradrénaline et ça n'a pas marché, il est devenu tout bleu. Oui, en effet. En fait, on parle toujours de ce
problème du choc septique réfractaire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est prévenir ce choc septique réfractaire par des attitudes proactives d'emblée. Et cette étude, elle est observationnelle, mais elle est assez intéressante puisqu'elle montre qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de la dose de noradrénaline, mais en fait, c'est plus le timing, le délai d'introduction. Et quand on introduit finalement un second vasopresseur dans les 7 premières heures après la mise de la noradrénaline, l'effet sur la survie est nettement plus fort que si on se base sur un effet de dose de noradrénaline. Donc aujourd'hui, notre approche serait plutôt de mettre très rapidement plusieurs vasopresseurs pour éviter le passage sur un choc réfractaire plutôt que d'attendre une certaine dose qui peut être très très patiente dépendante. Donc c'est le temps probablement qui sera le critère le plus important dans le futur. Tout ça, voilà, il faut penser que d'abord, quand votre patient commence à être en choc réfractaire, il n'y a pas que les vasopresseurs, il y a beaucoup d'attitudes. On a parlé tout à l'heure du monitorage. Daniel vous a parlé du monitorage plus ou moins invasif. Je pense que c'est très important de regarder ce monitorage. Je pense qu'il y a là, je propose passer sur la SCVO2 parce que moi j'aime bien ça, et sur le TCO2, le PCO2 gap qui je trouve est très simple à obtenir, pas cher et donne beaucoup d'informations. Mais enfin c'est juste un exemple, mais je pense qu'il va falloir individualiser la prise en charge basée sur un monitorage qu'on doit bien maîtriser et se poser une question toujours flagrante quand le patient reste en état de choc, c'est est-ce que j'ai bien traité ma source d'infection? Parce que normalement, ça devrait se résoudre. Voilà mes messages, c'est ces fortes doses de noradrénaline. La noradrénaline est toujours la première ligne, mais les fortes doses sont associées à une mortalité qui n'est pas acceptable, on doit changer de stratégie. Il faut probablement prévenir l'apparition d'un choc réfractaire plutôt que soigner un choc réfractaire, parce que là, c'est trop tard. Et il faut faire des interventions précoces basées sur un monitorage qui va être intelligent et une approche multimodale, probablement aussi. Voilà. Merci Marc. Merci beaucoup. Est-ce que, Daniel, tu voudrais répondre un petit peu? Est-ce que tu es d'accord complètement avec tout ce que vient de dire Marc? Pas complètement. Et donc, il y a manifestement des points sur lesquels il faut, je pense, être très, très prudent. Et entre autres sur l'effet dose et la mortalité. Il est évident que plus on est malade, plus on a le risque de décéder. Et quand on prend la dose maximale de noradrénaline, ceux qui vont mourir, en général, on peut monter les doses juste pour essayer qu'il ne meure pas. S'il est quand même mort, donc il est mort avec une grande dose. Et donc la question, c'est la causalité là derrière de certains aspects. Et l'autre aspect, c'est la même chose dans l'étude de choc 2022 qu'on a montré. C'est l'effet temps. Non, c'est des patients qui ont tous 2 vasopresseurs. Donc forcément, quand on met 2 vasopresseurs très précocement, peut-être qu'ils n'avaient pas besoin vraiment de 2 vasopresseurs. Et donc quand on le met tardivement, c'est souvent ça marche pas. Je vais quand même mettre un 2e vasopresseur et forcément à ce moment-là la mortalité est plus grande. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses là qui doivent encore être évaluées un petit peu plus avec une meilleure méthodologie. Je ne suis pas sûr que des études randomisées soient toujours la meilleure manière d'approcher ça, parce que c'est difficile de dire que tout le monde se comporte de la même manière. Et là où j'appréciais particulièrement le message de Marc, c'était dans l'aspect personnalisation, parce qu'effectivement, il n'a pas dit, mais tous les patients ne sont pas les mêmes dans leur réponse à noradrénaline ou leur réponse à la vasopressine. Un patient qui a une hypoperfusion splanchnique, je n'ai pas du tout envie de mettre très vite la vasopressine. Un patient qui est par contre à une insuffisance rénale, j'aurais très vite, ou des arythmies, j'aurais très vite envie de mettre la vasopressine. Donc je pense qu'il faut un petit peu s'adapter aux patients et avoir des critères dérivés sur les outils de monitorage, bien évidemment, pour pouvoir dire tel outil ou tel outil. Le gros défaut, peut-être, Marc n'a pas trop insisté là-dessus, on a dit on a 3 vasopresseurs, on a 3 récepteurs cellulaires différents, mais la machinerie en dessous est exactement la même. Donc c'est la sensibilité aux récepteurs qui fait qu'effectivement, quand on doit monter un petit peu les doses d'un médicament, ça devient moins sensible. C'est peut-être utile de penser à un autre
type de médicament qui, lui, aura toujours son récepteur actif plutôt que de continuer à monter les doses, finalement, alors que le récepteur n'est plus présent et ne répond pas. Mais par contre, malheureusement, ce qu'on nous manque vraiment, c'est des médicaments qui agissent par d'autres voies. Et ça, on ne les a pas encore ici de disponibles, malheureusement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Carole ? Oui, simplement témoin de cette bataille, si je puis dire, entre la dopamine et la noradrénaline, parce que la dopamine, c'était quand même le produit, hein, on disait dopamine, bonne mine, hein, donc tous les malades avaient ça pour le rein, ça faisait tout. Ce que j'aimerais, c'est que Marc et Daniel, vous nous disiez quand même, il y a un petit rationnel quand même sous ça, sur les effets. Ils ont des effets qui ne sont pas différents, mais avec des sensibilités, tu l'as dit, qui sont différentes, qui peut-être, pour expliquer le pourquoi on a penché vers la noradrénaline, qu'on dit être moins thermogénique, avec moins d'effets secondaires. Donc, juste un petit commentaire rapide là-dessus. Est-ce que c'est pour ça qu'on voit ces résultats ? Personnellement, je pense que oui, parce qu'effectivement, la dopamine a une action un peu comme l'adrénaline, assez parallèle de stimulation bêta et de stimulation alpha. Et le but, évidemment, comme vasopresseur, c'est la stimulation alpha. Et donc, lorsque l'infirmier ou l'infirmière augmente les doses de l'agent vasopresseur, c'est sur base de la pression artérielle. Et donc, la stimulation bêta est parfois un petit peu excessive chez certains patients. C'est pour ça que probablement les toutes petites doses de ces médicaments, que ce soit l'adrénaline ou la dopamine, sont probablement relativement safe. Par contre, dès qu'on monte un petit peu la dose, là, ça devient très dangereux, avec malheureusement les arythmies qui sont effectivement très, très présentes. Et dans notre étude, mais les autres études avaient montré la même chose, on a une augmentation de 2 ou 3 fois le risque d'arythmie. Pas seulement la fibrillation atriale, qui est déjà un problème en soi, mais également la fibrillation ventriculaire était également augmentée chez ces patients-là. Donc, c'est quand même un risque non négligeable. Et donc, je pense que ça explique en partie ces effets-là. Peut-être que d'autres mécanismes peuvent jouer aussi un rôle, mais ceux-là sont moins clairs à mettre en évidence par les moyens simples que nous disposons au niveau des malades. Oui, je pense réellement qu'il y a cette dualité alpha-bêta et la stimulation bêta, et on le voit, on l'a vu dans beaucoup d'études, hein, notamment dans le choc cardiogénique avec Bruno Lévy, on avait une très belle étude randomisée. La stimulation bêta semble vraiment toujours associée à des effets délétères. Et donc à faire avec la plus grande prudence. Et je pense que la différence entre la dopamine et la noradrénaline réside là. Alors il y a peut-être d'autres effets qu'on a ratés, hein, peut-être des effets immunologiques, peut-être d'autres effets, mais en tout cas celui-là est important. Et moi je conseille toujours d'être très très prudent avec la stimulation bêta. Je suis toujours très frileux. C'est les gens, quand on n'utilise que l'échographie par exemple et qu'on ne regarde pas l'oxygénation tissulaire, qui vont mettre de la dobutamine parce que le cœur se contracte pas très très bien. Et ça m'inquiète énormément. Donc je pense vraiment que l'effet alpha n'est pas très délétère. Le seul problème avec les alphas, c'est qu'il y a un moment où ils s'internalisent et donc vous montez les doses de noradré, ça ne sert à rien puisqu'il n'y a plus de récepteurs. Et c'est là où, en effet, c'est bien d'avoir du multimodal pour aller stimuler d'autres récepteurs en sachant qu'après, c'est la voie de l'inositol triphosphate qui est activée. Et c'est la même avec tous les vasoconstricteurs. Mais on le voyait en clinique, hein, quand on utilisait la dopamine, pas à dose dopaminergique, et les malades étaient tous tachycardes, alors que l'effet, quand même, cliniquement, on le voit sur tous les malades, ça n'a rien à voir, ils ne sont pas tachycardes, pas du tout. Mais ce qui est important, je crois que c'est aujourd'hui d'utiliser, qu'on puisse utiliser d'autres vasopresseurs que la noradrénaline en pratique, parce que je pense que cette magnifique étude de Daniel, si on n'y avait pas eu avant 20 ans d'utilisation de noradrénaline, et qu'on avait été parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des puristes de la médecine factuelle, et qu'on avait été des puristes, qu'on avait dit il n'y a pas d'études randomisées fortes pour utiliser la noradrénaline. Je ne suis pas sûr que l'étude de Daniel aurait été positive et que si les gens n'avaient pas eu cette habitude d'utiliser ce produit avant. Et donc, c'est pour ça que je pense que la vasopressine, l'angiotensine, il va falloir les utiliser avant de espérer peut-être montrer qu'on modifie le pronostic. Je pense que c'est un point crucial. Je pense que ces médicaments
sont difficiles à manipuler. Il faut faire attention aux doses et tous les patients n'ont pas la même réponse au niveau des différents lits vasculaires pour une même dose. Et donc, il faut faire attention en particulier à l'hypoperfusion splanchnique avec surtout la vasopressine, peut-être l'angiotensin, mais c'est moins net. Et dans l'autre sens, les effets bénéfiques qui sont présents au niveau rénal. Au niveau cutané, alors qu'on disait effectivement la norépinéphrine fait perdre les doigts, on les perd probablement plus avec les autres substituts qu'avec la norépinéphrine. Tu veux ajouter quelque chose, Benjamin? Je rajouterais que la stratégie d'utilisation des vasopresseurs elle rentre dans une stratégie globale de prise en charge hémodynamique du patient. Ça a été cité par Marc et on voit bien que les causes de l'hypotension qu'on essaie de traiter, elles sont multiples. Donc il y a des raisons, qu'il y ait de multiples interventions qui permettent de corriger ça. On n'a pas parlé par exemple des corticoïdes et de la réexpression des récepteurs, mais je crois qu'on est à cette époque de la médecine de précision aussi. On a besoin de faire de la médecine de précision pour les états hémodynamiques des malades et probablement que certains vont plus bénéficier de certaines stimulations par rapport à d'autres. Et enfin, un des grands problèmes, c'est que les gens, ils administrent les autres traitements souvent un peu tard et ça crée une impression négative. J'utilise la vasopressine chez des malades qui sont déjà moribonds. Probablement que c'est au moment où on va déclencher le truc, c'est le traitement. Il faut le faire de façon adaptée et pour le faire, il va falloir continuer à faire aussi beaucoup d'études physiologiques pour comprendre qui peut en bénéficier et que la mortalité, c'est vraiment un endpoint lointain de la correction hémodynamique des malades. Merci. Merci Marc. Donc notre patiente, on l'a monitorée, on a fait les expansions volémiques qu'il fallait, on a mis les amines et puis elle s'est stabilisée enfin, donc on est plutôt content. Sauf qu'elle a pris à J2 10 kilos. Donc la question qu'on va poser à Carole, c'est quelle est la place de la déplétion hydrosodée finalement précoce dans ce contexte? Merci beaucoup. D'abord, la première chose que je voulais dire, c'est que je remercie quand même la SPHAR d'avoir posé la question de la déplétion hydrosodée, pas hydrique, puisque bien évidemment, c'est pas du tout la même chose. Et quand on fait du surdosage ou qu'on a une rétention, elle est hydrosodée et non pas hydrique simplement. Et quand on parle d'hémodynamique, il faut toujours penser qu'il y a de l'eau et du sel. Alors, première question, d'abord, est de savoir, est-ce qu'il y a un rationnel à ça? Oui, évidemment, qui n'est pas sans pouvoir être discuté, bien entendu. Je vous ai mis juste cette étude que j'ai prise à Didier Payen, il y en a beaucoup d'autres qui montrent que la surcharge hydrosodée chez nos patients en choc septique est associée à une surmortalité, une surmorbidité. Vous voyez ici, donc, la balance hydrique. Alors, surcharge hydrique, hydrosodée, dévoilée par la balance liquidienne, dont on pourra aussi discuter éventuellement après, et qui montre que c'est un facteur de risque associé à une surmortalité, une surmorbidité. Comme l'a déjà dit Daniel, le lien de causalité là-dedans, et dans toutes les études qu'on peut voir, y compris les études randomisées, le lien de causalité n'est pas fait, c'est un des grands problèmes et qui nous pose encore beaucoup de questions, et à mon avis, on en a encore pour quelques temps pour travailler là-dessus. Donc on peut se dire, peut-être que si je fais quelque chose pour enlever cette surcharge hydrosodée, je vais améliorer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai juste, pour pas aller dans les dépasser mon temps, je vous ai sorti 2 études qui sont randomisées avec 2... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qui va là? Juste vous montrer 2 façons d'appréhender la chose. La première chose, c'est qu'il y a des études qui sont plutôt ce que j'appellerais avec une approche qui est préventive, c'est-à-dire qui font, alors évidemment, c'est du choc septique, c'est du randomisé malgré tout, toujours à peu près le même système, traitement habituel versus je mets une cible, donc ça c'est pas mal, d'approche de remplissage, donc avant de faire la déplétion, il faut penser déjà à éviter la surcharge, ce qui est déjà quelque chose, vous voyez, après les 12 premières heures et pendant 5 jours. Donc ça inclut certes éventuellement de faire de l'extraction hydrosodée avec diurétique ou ultrafiltration, ça c'est actif, mais ça inclut dans beaucoup d'études, et celle-ci en fait partie, de faire de la restriction hydrique, en tout cas les fluides de maintenance comme l'a dit Benjamin. Et donc ce que j'ai bien aimé dans cette étude, vous voyez, c'est que avant de parler de déplétion déjà, il faut faire de la prévention, et sans rentrer dans le détail, vous voyez qu'il y a du monitorage et ils font pas cette première étape. Si on ne veut pas être délétère, il faut remplir quand on a besoin de remplir le malade, sûrement pendant les premières heures.
Et donc, dans cette étude, et quasiment toutes les études sont comme objectif de voir la balance hydrique à J3 et J5. Et vous allez voir que, malheureusement, les résultats sont négatifs. Alors, on arrive, avec rien qu'à faire de la prévention déjà, à baisser la balance hydrique pendant les 3 à 5 premiers jours de façon significative dans la plupart des études. Mais par contre, sur tout ce qui est résultat en termes de mortalité hospitalière, d'épuration extra-rénale, tout ce que vous voulez, de ventilation, etc., c'est négatif. Et la majorité de toutes les autres études suivent ça. Donc, voilà. À côté du préventif, il y a des gens très peu, qui ne s'intéressent pas en tout cas à la restriction hydrique et qui parlent vraiment de la dépression hydrosodée. Alors, chez des malades, avec surcharge ou pas surcharge, sujet de discussion. Mais ici, je vous ai pris cette étude qui est intéressante parce qu'elle fait cette approche en 2 temps. Et Claire, tu l'as déjà dit, il y a la première période, on arrive là, la malade était, puis on est au premier jour, et c'est là qu'on va peut-être, même déjà c'est peut-être un peu tôt, mais à partir du 2e jour, on va se poser des questions. Et donc vous voyez, donc ici, ils ont aussi une stratégie, donc on voit bien quand même que, comme l'a dit Daniel, la personnalisation, le fait de monitorer, d'avoir des objectifs, des cibles est important. Je veux juste vous montrer ce qu'on dit souvent en anglais, la stratégie de déressuscitation. J'aime pas beaucoup ce terme parce qu'on dirait qu'on arrête de réanimer les malades, mais c'est pas du tout ça. Donc peut-être plutôt faire de la déplétion plutôt que déressusciter le malade. Bon, vous voyez ici, c'est des patients qui étaient en ventilation contrôlée avec une surcharge hydrosodée, donc c'est pas tous les malades. On commence à la personnalisation. Bon, on la définit comme on veut, mais toujours à balance hydrique. Et puis ils font ça en 2 temps. D'abord, ils essayent de diminuer les produits de perfusion de maintenance, et puis ils font des diurétiques à partir de J2 à J5 ou de l'ultrafiltration si l'épuration est en cours. Et bien sûr, on n'est pas surpris, la balance hydrique cumulée plus basse dans le groupe des ressuscitations, mais là encore une fois, grande déception, aucune différence de mortalité ni sur les autres objectifs. Et quand on regarde cette étude qui a été faite aussi et qu'on prend donc le sous-groupe sepsis, alors là on est très surpris parce qu'il y a même plutôt une surmortalité dans le sous-groupe sepsis du groupe des ressuscités malgré la balance hydrique plus basse. Mais il faut lire aussi entre les lignes, patient plus grave et faible effectif, d'accord. Enfin, n'empêche que ça pose question. Donc, on peut discuter, il y a beaucoup d'études qui ressemblent à ça. Moi, je veux terminer sur quelques points de réflexion et puis discussion, parce que vous voyez bien que la réponse, on ne l'aura pas tout de suite. D'abord, aucune étude pour le moment, même randomisée, ne montre de lien de causalité prouvé entre la balance lipidienne et la surmortalité, surmorbidité. On peut penser que c'est les plus graves qui meurent plus et que c'est ceux qu'on a le plus remplis, etc. Est-ce qu'on n'est pas déjà aussi un peu, on rajoute de la iatrogénie avec des remplissages qui sont inutiles, qu'on ne regarde pas? Il n'y a aucune preuve de bénéfice sur la mortalité, aucune preuve d'effet bénéfique sur la mortalité en sous-groupe. Surcharge, est-ce qu'il faut le faire que à ceux qui ont une surcharge hydrosodée, ceux qui ont une insuffisance rénale aiguë parce qu'on a peur de la congestion? Je ne sais pas encore répondre à ça. Et puis vous voyez quelques points de réflexion sur comment aborder les choses, quel impact. Alors la première chose aussi, je veux insister là-dessus, c'est que si vous faites de la déplétion hydrosodée sur un malade qui est hypovolémique, évidemment que c'est pour ça que ce n'est pas le même moment, et évidemment qu'on n'aura pas d'effet bénéfique. Voilà. Et donc, si on fait de la déplétion, aussi faire attention aux effets délétères de nos diurétiques, hypokaliémie, etc., etc. Quel patient, sceptique ou autre, quand, comment, en préventif plus curatif, faire de l'extraction active et ou de la restriction. Et puis aussi un point qui est capital, on ne sait pas évaluer la surcharge hydrosodée. Donc, est-ce que c'est le poids? Est-ce que c'est la balance hydrique? Combien? Quoi? Et puis peut-être qu'il faut affiner ce point pour pouvoir avancer dans nos études avec des sous-groupes de patients et avoir des seuils, en tout cas des paramètres qui montrent, qui permettent de voir quelle est cette surcharge hydrosodée. Voilà. Merci Carole. Je pense que tu as bien fait le tableau de ce qui nous manque. Le problème, c'est effectivement que beaucoup de gens sont un petit peu entrés en religion et viennent clamer haut et fort il faut maintenir le patient tout sec parce que les liquides sont dangereux, etc., etc. Et on a vu récemment 2 grandes études quand même, une qui était européenne et une seconde qui était américaine, avec toutes les deux les mêmes biais méthodologiques qui étaient effectivement
on randomise, on est dans un groupe, on est dans l'autre groupe, et on ne tient absolument pas compte de l'historique du patient. Et ça, je trouve que c'est vraiment de la très mauvaise médecine. Je pense qu'il n'y a personne d'entre nous qui ferait ça. On ne randomiserait pas les gens dans la rue, ici, ce 25, on ne randomiserait pas nos patients ici, les gens dans la rue, à se balader en short ou à se balader avec un bonnet de laine, parce que personne ne serait content, parce qu'effectivement, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de plein de choses. Et un patient qui arrive, comme notre patiente ici, avec un tableau digestif qui probablement est un petit peu déshydraté au départ, randomiser cette patiente d'emblée dans un groupe restrictif est probablement une mauvaise chose. Au passage, un patient qui arrive avec une pneumonie virale, le randomiser dans un groupe libéral n'est pas bon non plus. Et donc, il faut tenir compte de ça. Et dans certaines études, on voyait des effets sous-groupes qui se manifestaient, qui tenaient compte de la quantité liquide qui avait été donnée dans l'animation liquidienne. Et surprise, quand on donnait beaucoup au départ, il valait mieux être restrictif après. Et quand on donnait pas beaucoup au départ, il valait mieux être libéral. Il faut-il faire 50 000 patients pour arriver à ça? Je ne pense pas. Donc je pense qu'effectivement, il faut plutôt individualiser, monitoriser. Le point qui, à mon sens, et tu as un tout petit peu touché, mais peut-être pas suffisamment à mon goût, on peut en discuter un peu plus maintenant, c'est tous les autres liquides et en particulier la composition en sel. Et je pense qu'on donne de manière trop importante trop de sel à nos patients parce qu'on a une petite poche dans laquelle on va mettre un petit peu de potassium, un petit peu de machin truc, et on va mettre ça dans 100 ml de NaCl. Et voilà. Et donc, il y a toute une quantité là de liquide qu'on donne qui, au bout de la journée, donne beaucoup de liquide, beaucoup de sel. Et peut-être la vraie question, c'est comment minimiser cela tout en finalement gardant une optimisation hémodynamique basée sur des mesures hémodynamiques par ailleurs. Merci Daniel. Donc, si on revient à notre patiente, et je vais interroger Benjamin pour connaître ta pratique, il est 2 heures du matin, l'infirmière, on fait notre tour. L'infirmière, elle me dit, tu sais, elle a pris vraiment beaucoup de poids, la patiente, là on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu fais quelque chose à 2 heures du matin? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je trouve que la déplétion comme ça, à 2 heures du matin, ça va dépendre de la situation. Déjà, soit le malade est malade de sa surcharge. Il a de la congestion hépatique ou rénale, il a de l'insuffisance cardiaque droite avec une défaillance cardiaque, il a de la surcharge pulmonaire. Lui, on a besoin d'agir, sinon il va se dégrader, il va mourir. Puis le malade qui est en surcharge, sans signe apparent, déjà j'ai le temps de réfléchir. C'est rarement à 2 heures du matin, on prend rarement de bonnes décisions, que ce soit sur l'antibiothérapie du malade qui est dans la réanimation, enfin les décisions hanter la nuit, elles sont pas très très bonnes. On a le temps d'en discuter ensemble et il y a un faisceau d'arguments. Je pense qu'il y a un problème avec les études, c'est leur ancienneté et des pratiques aussi concernant les fluides qui sont très différentes. On avait des malades bibendum remplis avec des dizaines de litres. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant. Ouais, c'est sûr que pour la réhabilitation, on a des signes que être moins en surcharge, c'est pas mal. C'est sûr que pour la fonction pulmonaire, on a des signes quel point en surcharge, c'est pas mal. Je crois que ça mérite aussi d'être testé et il faut faire évidemment très attention aux effets secondaires. Le malade qui fait le trouble du rythme suite à l'hypocalémie au moment de la déplétion, c'est un souci. Les malades qui passent de l'autre côté, qui ont une défaillance hémodynamique qui apparaît, c'est aussi un problème. Donc moi, à 2 heures du matin, je ne fais pas. J'attends qu'on soit plusieurs. J'évalue la situation et comme toujours, la balance bénéfice-risque. C'est sûr que le malade qui a pris 8 kilos, qui sort complètement de son état de choc, qui a des œdèmes partout, qui a du mal à se mouvoir, je vais avoir tendance à essayer de faire un peu de déplétion là-dessus. C'est pas très evidence-based à ce moment-là, mais finalement une faible part de la pratique de la réanimation l'est. Et surtout, je monitore les effets secondaires. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est l'hyperagressivité du soin. C'est-à-dire, je donne des fortes doses de diurétiques qui vont vider le patient peut-être, mais qui vont être associés à une insuffisance rénale. Ou pire, ce que je trouve, et ça a été beaucoup quand même porté par l'industrie, c'est je mets en place une hémofiltration dans l'idée de vider le patient, alors que le patient n'a pas d'indication d'épuration intra-rénale, rénale, on va dire, intrinsèque. Et ça, je pense que la iatrogénie, c'est quand même la seule chose qu'on puisse se reprocher dans ces histoires, et il faut être extrêmement prudent. Et quand j'entends certaines démarches très agressives, on regarde toujours le bénéfice, on ne regarde jamais le risque associé à cette démarche.
Oui, oui, surtout sans preuve de quoi que ce soit. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et finalement, j'allais dire, on revient au début, hein, parce que le fil conducteur, c'est quand même le monitorage avec des cibles qu'on doit se donner, l'individualisation, là-dedans, tout ça, c'est un tout. Et on éviterait d'avoir la surcharge hydrosodée si on faisait peut-être plus attention avant. Donc, sur ce travail, vous verrez qu'il montre très bien qu'il y a des pratiques extrêmement variables en termes de fluide de maintenance et que ça joue énormément sur la balance hydrosodée, évidemment. Bon, alors après, voilà. Mais je pense qu'on se prépare pour cette iatrogénie au départ aussi par notre agressivité, hein, parce qu'on nous a aussi dit oh, bah, au début il faut remplir beaucoup, machin, on met pas de vasopresseur parce que c'est dangereux, il faut revenir là-dessus, il faut rétropédaler là-dessus. Hein. Et donc c'est vrai que c'est pas anodin d'aller faire des diurétiques, contrairement à ce que pensent certains. Je ne parle même pas de l'effet sur le rein, que ça ne va pas réverser l'insuffisance rénale aiguë. Mais comme l'a dit Benjamin, si on voit que la malade... Moi, je ne ferai pas non plus grand-chose à 2 heures du matin, hein, parce que d'abord, je dis qu'on aurait pu se poser la question avant, parce que dans la journée, il y a suffisamment de monde. Sauf si elle est défaillante. Et voilà. Maintenant, si le malade fait un OAP, évidemment, d'accord. Bon, il n'y a pas de discussion à avoir, parce qu'il est anurique ou je ne sais trop quoi. Mais sinon, franchement, attention, quoi. Hein, attention. Hein. Bon, merci beaucoup. Carole, c'est ta conclusion? Tu veux oui, ma conclusion, c'est... Quelques mots de conclusion? Simplement de dire que faut pas tomber dans le trop non plus, parce qu'il y a des effets iatrogènes si on veut faire pour le sujet de la déplétion hydrosodée, qu'il faut faire de la prévention à mon sens, donc il faut monitorer, et que c'est pas anodin de faire des diurétiques ou de l'épuration encore pire. Hein, donc, bien sûr, ça sauve des malades, hein, l'épuration, hein, je suis pas en train de dire l'inverse. Et que si actuellement on n'a que ça à se mettre sous la dent, si je puis dire, des diurétiques, on utilise des diurétiques de lance, qu'il ne faut pas, si par hasard on en faisait, il faut titrer, il faut voir comment le malade répond. Ce n'est pas les diurétiques, je fous 1 gramme de diurétique et puis voilà, et je suis content parce qu'il aura pissé. Donc voilà, faire très attention parce que, alors on n'a pas envie de voir le malade tout gonflé au bout de 3 à 5 jours. Évidemment, on a envie qu'il soit mieux, peut-être. Mais en tout cas, attention à balance bénéfice-risque. Hein, c'est quand même vraiment, actuellement, je pense, ce qu'il faut dire. Merci Carole. Donc merci à vous 4 pour cette expertise, ce débat. J'aimerais juste un mot chacun maintenant, si vous pouviez résumer votre thématique en 1 ou peut-être 2-3 mots si vous voulez, hein, quand même, vous avez le droit. Moi, je vais résumer le séminaire en entier. Je pense qu'effectivement, il faut individualiser, mais en se basant sur les données de la médecine factuelle et donc tenir compte des études, de leurs limitations. Et donc, on a appris qu'effectivement, les solutions cristalloïdes balancées sont meilleures que le NaCl. C'est parfait, mais malgré tout, il y a des indications dans lesquelles on va réfléchir autrement. Et donc, quand on parle d'individualisation, ça implique forcément une réflexion, mais une réflexion basée sur des mesures que l'on fait au lit du malade, des monitorages biologiques ou hémodynamiques, et que l'on va également évaluer les effets. Ce n'est pas uniquement faire une intervention, mais on va regarder ce que fait cette intervention et réévaluer le patient par après pour voir si on est dans la bonne direction et changer de cap lorsqu'on est dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça que le monitorage est particulièrement important chez ces patients. Merci Daniel. Je reprendrai Daniel sur le monitorage. C'est la suppléance de la fonction hémodynamique. C'est comme toutes les suppléances, il ne faut déjà pas faire de bêtises. Et pas faire de bêtises, c'est monitorer. Et monitorer, je crois que moins de monitorage, c'est pas bon pour le malade, puisque parfois le monitorage peut dire qu'on ne fait pas, mais on sait pourquoi on ne fait pas. Parfois le monitorage, il dit qu'on fait et on s'arrête. Donc pour beaucoup de choses, on dit que less is more. Pour le monitorage, je pense que less is less. On a besoin de mieux connaître notre malade et surtout y aller progressivement. Et ça a du mal à passer, j'ai l'impression, les recommandations sur l'intérêt du monitorage hémodynamique. Il faut insister là-dessus et on fera de la meilleure médecine. Merci Benjamin. Marc? Je ne vais pas être très conflictuel avec mes collègues, avec qui je suis en total accord. Moi, je dirais phénotype, endotype, c'est-à-dire au-delà du monitorage qui est primordial, c'est toute l'histoire du patient, la source de l'infection, sa fonction cardiaque avant l'événement. Tout ça qu'il faut regarder. Finalement, le choc septique, c'est un fourre-tout où on met tout. Et il faut vraiment, dans les 10 prochaines années, le travail, c'est de définir des phénotypes, endotypes de patients
peut-être en amont de l'individualisation qui est la démarche extrême, pour arriver à savoir quel médicament, quelle stratégie j'utilise en fonction de ces phénotypes et de ces entotypes. Et ça, à 2h du matin, c'est possible. L'individualisation à 2h du matin, de temps en temps, quand on est un peu plus junior, c'est un peu plus difficile. Merci Marc. Carole? Ben, je crois que quasiment tout a été dit, donc moi je suis complètement d'accord. Et puis, encore une fois, il faut avoir des cibles dans nos thérapeutiques et savoir quelles cibles se mettre pour tel patient, l'individualisation, enfin voilà, donc je suis complètement et 100% d'accord avec mes collègues. Merci à vous quatre pour votre expertise, merci pour ce débat et merci à l'ASFAR. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.